malgré tes belles idées, ouais. Laisse-moi pas finir, on fait plein de figures. Oh, 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 oh. Quitter l'avancée, quitter l'écoller, quitter l'avancée, yeah, yeah. Faut nous tous chanter. Et pour nous pays, il faut qu'il décolle. Pays décoller. Malgré tes belles idées, ouais. Laisse-moi pas finir, on fait plein de figures. Oh, 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 oh. Olé, 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 olé. Décoller, olé, 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 olé. Ça remet pour pays décoller. Olé, 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 olé. Décoller, olé, 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 olé. Haïti chérie, songez longtemps où t'es la perle des Antilles. La perle des Antilles. Yo, malgré tes belles laisse-moi pas finir, on fait plein de figures. Oh, 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 oh. Quitter l'avancée, quitter l'écoller, quitter l'avancée, yeah, yeah. Faut nous tous chanter. Et pour nous pays, il faut qu'il décolle. On fait plein de figures. Oh, 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 oh. Quitter l'avancée, quitter l'écoller, quitter l'avancée, yeah, yeah. Faut nous tous chanter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Badiouna Bazin. Bienvenue à l'antenne de la S-Télé, l'image et la voix de la diversité. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une émission spéciale à l'occasion du Nouvel An. Le 1er janvier 1804 constitue une date mémorable pour les Haïtiens. C'est en effet la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons remonter le cours de l'histoire. Et pour ce faire, nous accueillons pour vous, évidemment, un historien, à la personne de M. Jean-Robert Seyid, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, M. Bazin. Comment allez-vous, M. Seyid? Je vais très bien et je présume que de votre côté, ça va très bien également. Ça va bien, merci. Bienvenue à l'antenne de la S-Télé. Ça me fait réellement plaisir d'être là avec vous ce soir. Monsieur Jean-Robert, parlez-nous un petit peu de vous pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Bon. Mon nom, vous l'avez entendu, c'est Jean-Robert Seyid. Je suis né au Cap-Haïtien où j'ai grandi. J'ai fait l'école primaire chez les frères de l'instruction chrétienne et mon parcours secondaire a été effectué au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Après ma philosophie, j'ai été à Port-au-Prince. J'ai passé 2 ans aux études, mais je n'ai pas eu le diplôme. Pourquoi? Parce que ma mère est tombée malade et c'est une femme que je chérissais. Alors que, étant donné qu'elle n'avait pas tout le support, à mon avis, donc j'ai été obligé de rentrer au Cap. Et à partir de 1972, après la guérison de ma mère, sa convalescence a duré à peu près 1 an. Elle est malade pendant 1 an et sa convalescence a duré encore 1 autre année. J'ai commencé l'enseignement. À cause de ce que j'avais appris au collège Notre-Dame et de mes 2 années passées aux études, pendant ce temps, je dispensais des cours de latin et de français au collège Grégoire Eugène et au collège Jonas Augustin. J'ai été embauché au collège Notre-Dame à titre de professeur d'histoire au niveau de la 3e secondaire et de la seconde. Ensuite, j'ai essayé de performer davantage dans mes recherches, de devenir un petit peu plus aisé dans l'explication que je prodiguais aux enfants. J'ai été admis comme professeur au niveau de la seconde et de la rhéto, et ensuite de la philo, où j'ai passé à peu près 7 ans. En 1979, j'ai laissé le pays. Je suis rentré à l'Université du Québec, où j'ai suivi un cours d'économie avec majeur économie et mineur histoire. Et depuis lors, je suis devenu un passionné de l'histoire. Naturellement, je pratique les deux à la fois, tantôt économie, tantôt histoire. Mais je suis réellement
un fanatique de l'histoire d'Haïti. Donc vous êtes bien placé pour nous parler de l'histoire d'Haïti, de cette période qui a conduit justement à l'indépendance d'Haïti. En principe, oui, parce que je dispensais le cours et j'étais obligé d'expliquer aux élèves tout ce qui s'est passé entre 1791 et 1804 et même au-delà de 1804. Donc je crois que je maîtrise assez le sujet. D'accord. Nous allons faire un petit retour. On va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé avant la date de l'indépendance, avant le 1804, le 1er janvier 1804, en faisant référence justement à cette révolte des esclaves de 1791. Parce que tout ne s'est pas passé dans l'espace de quelques années, de 2-3 années. Cela a duré quand même 13 ans, pendant lesquels les esclaves mugissaient ce projet d'être indépendants. Alors, comment faites-vous le pont entre cette révolte des esclaves en 1791 et 1804? Moi, je ne fais même pas ce pont. Je dis toujours aux élèves que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. Ça a commencé un jour. Mais cependant, lorsqu'une feuille tombe dans l'eau, ce n'est pas le même jour que la feuille pourrie. Ça lui prend du temps et du temps. Les esclaves ont été meurtris, ont été flétris, martyrisés, torturés pendant près de 300 ans. Mais pendant les 300 ans, il y a toujours eu des révoltes d'esclaves. Et on les appelait les nègres marrons, tout ce que vous voulez. Et ce sentiment de liberté qui est inné chez tous les individus de la terre a continué à faire son chemin dans l'esprit de toutes les générations d'esclaves pour aboutir à 1791. En 1791, le fruit était mûr. Il fallait le cueillir. Mais pour le cueillir, ça a pris 13 ans. Avec Boukman Duty, qui a organisé la cérémonie du bois caïman. D'après les historiens disent que ce jour-là, il y a eu 7 réunions d'esclaves à travers la République. Parce que les esclaves du Sud ne pouvaient pas facilement se rendre au nord. Se rendre dans le nord. Les esclaves de la Tibonite, c'était pas mal difficile pour eux de laisser la Tibonite le matin, participer à la cérémonie et revenir sur l'habitation dans la soirée, dans le lendemain matin. Mais tout ça toujours dans le marronnage. Oui, c'était obligatoire parce que sinon ils auraient été fouettés, punis et amèrement par leur maître. Par conséquent, les 7 réunions d'esclaves qui a eu lieu le 21 août 1750, dans l'année du 14 au 15 août 1791, eh bien, la réunion qui a le mieux réussi a été celle qui s'est déroulée sur le bois caïman. Pourquoi le bois caïman, pour l'appeler ainsi? Tantôt on dit que c'était le bois chez l'imam, tantôt on dit que c'est un endroit qui s'appelait tout simplement bois caïman. J'ai été visiter le bois caïman pendant 3 ou 4 reprises. Oui, il y a une grotte. Oui, la grotte a été modifiée en fonction de l'événement parce que elle est peinte de couleur bleue et rouge. Et laisse-moi vous rappeler, c'est que le drapeau de Dessalines, le drapeau qui a eu l'indépendance, qui nous a permis d'obtenir l'indépendance d'Haïti, plusieurs historiens et moi personnellement, je crois que les drapeaux n'étaient pas bleus et rouges. Ça, on va y revenir. On va y revenir parce qu'on n'est pas encore rendu à la création du drapeau en tant que tel. Maintenant, j'ai une question pour vous, Monsieur Saïd. Pourquoi tant vouloir restaurer la mémoire de Jean-Jacques Dessalines par rapport à son ouverture? Parce qu'on a eu ces 2 personnages dans l'histoire d'Haïti. Pourquoi vouloir tant restaurer la mémoire de Jean-Jacques Dessalines? Qu'on le veuille ou non, on doit accepter que Toussaint Louverture n'a été qu'un précurseur. Est-ce que Toussaint Louverture voulait l'indépendance des Noirs de Saint-Domingue?
dans aucun document il a été écrit que Toussaint Louverture visait l'indépendance des Noirs de Saint-Domingue. Qu'est-ce qu'il voulait encore? La liberté pour les Noirs, mais il fallait que les Noirs restent sous la domination de la France. Haïti pourrait être autonome, Haïti pourrait se diriger d'elle-même, mais toujours sous l'obédience de la France. Et ça me fait beaucoup de peine lorsque je lis que en laissant Saint-Domingue, Toussaint Louverture, il a proclamé que en me déracinant à Saint-Domingue, on a fait que en me renversant à Saint-Domingue, on a fait que comment dirais-je ça? J'ai oublié la citation. En me renversant, c'est que mais il ne repoussera pas les racines. Les racines, oui, parce que les racines sont profondes. Donc, selon vous, si je comprends bien, ces paroles ne sont pas de Toussaint Louverture. Est-ce que je me trompe? Je doute fort que ces paroles soient de Toussaint Louverture. Parce que ceux qui ont écrit l'histoire au lendemain de 1804 et jusqu'en 1850 étaient tous ou bien des Français, ou bien partisans des Français, ou bien des Haïtiens qui vivaient sur le sol d'Haïti, avec l'idée qu'un jour ou l'autre, la France reviendrait obligatoirement. Je vais parler de Beauvoir-Douin, je vais parler de Thomas Madiou. Tous ces historiens n'ont fait que l'éloge de la France, alors que nous avons été enchaînés, maltraités, torturés pendant plus de 300 ans. Ces paroles sont restées gravées dans la mémoire de tous les Haïtiens et certains en sont très fiers. Mais quel intérêt la France aurait à écrire une si belle phrase pour Toussaint Louverture? Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration? Si vous le constatez, ou si vous voulez bien le constater, il y a un problème. Dessalines a été honni et vilipendé pendant les 39 premières années de notre indépendance. De 1804, il a été assassiné en 1806, donc pendant les deux premières années de son règne, Dessalines n'était pas si aimé que ça. Deuxièmement, à partir du moment que Pétion ait pris le pouvoir, personne n'avait le droit, excusez-moi, j'ai dit Pétion, je crois. À partir du moment que Pétion a pris le pouvoir, personne n'avait le droit de parler de Dessalines. Le nom a été ostracisé pendant 39 ans. Il a fallu attendre 1943 pour réentendre parler de Dessalines. Or, Toussaint Louverture, étant donné qu'il est resté fidèle à la France jusqu'à la fin, alors qu'il est mort assassiné au fort de jour, Toussaint Louverture est jusqu'à présent considéré comme un général français. Toussaint Louverture est bon, Toussaint Louverture est généreux, alors que Dessalines est le féroce, est le criminel qui a réalisé le massacre des Français. Pour les Français ont vilipendé, les Français ont assassiné. Il y a pas mal d'esclaves qui sont venus de l'Afrique et qui sont morts en mer, sur les habitations. Ils ont été torturés. On met du sucre ou encore du sirop sur la tête de l'esclave, on l'enterre. Les fourmis viennent le manger jusqu'à sa mort. Ça ne s'appelait pas de la barbarie de la part des Français. C'était peut-être, il nous inculquait les notions primaires de la civilisation. Lorsqu'il fut notre tour de réagir avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de rigueur, que s'est-il passé? Nous sommes des assassins, nous sommes des criminels. Venons-en maintenant spécialement à Jean-Jacques Dessalines lui-même, qui apparemment, vous allez pouvoir nous le confirmer, nous expliquer, est considéré comme le véritable héros de cette indépendance. Quelles sont les origines de Jean-Jacques Dessalines? On parle de Duclos et Dessalines. Pourquoi on parle de Duclos et Dessalines quand on parle du nom de Jean-Jacques Dessalines? L'histoire fait référence à une femme qui s'appelait Victoria Montou, dite Tante Toya, Grande Toya, Maman Toya, tout ce que nous voulons. Elle était
la gardienne de Dessalines le jour même de la naissance de Dessalines. Parce que la maman de Dessalines est morte en accouchant, en mettant Dessalines au monde. Et avant d'expirer, elle a confié Dessalines à Tante Toya et a pris la dame de prénommer l'enfant Issa. C'est ainsi que durant les premières années de Dessalines, il ne s'appelait pas Jean-Jacques Dessalines, mais tout simplement Issa. Mais c'était un esclave rebelle. Il a été vendu plusieurs fois à M. Duclos, à d'autres personnes, pour être enfin vendu à un forgeron qui était un noir, mais un noir libre à cette époque, qui s'appelait Jean-Jacques Dessalines. Donc, mais il portait également le nom de Duclos, qui était son maître à un moment donné. Oui, chaque fois qu'on est dans une habitation, vous êtes obligé de tenir, parce que le nom du maître, ça c'est Nègre Duclos, ça c'est Yon Nègre Duclos. Ok, je comprends. Mais le nom de Dessalines est venu de son ancien maître, de son dernier maître, parce qu'il s'est affranchi. Ok. Donc il s'appelait Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, comme son propriétaire. Ah bon? Oui. Il portait le prénom également. Le nom et le prénom, et il a été affranchi par le propriétaire, par son maître. Maintenant, parlez-nous un petit peu de la famille de Jean-Jacques Dessalines. La petite histoire révèle qu'il a eu beaucoup d'enfants. Est-ce que Dessalines avait laissé un testament? Comment les choses allaient se passer pour Dessalines? Comment sa vie, comment il a vécu Jean-Jacques Dessalines? Monsieur Bazin, vous savez, toutes les histoires du monde sont tantôt falsifiées, tantôt édulcorées par les écrivains. Ils les embellissent ou les enlaidissent. Dessalines, c'est le méchant. Dessalines, c'est le féroce. Dessalines, c'est le criminel. Il a effectué le massacre des Français. Mais je ne vois pas comment Dessalines a pu effectuer ce massacre des Français. Bien, on l'accuse de ça. Alors que Toussaint Louverture était bon, il était généreux, il comprenait les gens. Dessalines n'a pas eu de parents réels. On ne peut pas parler de sa mère, on ne peut pas parler de son père. On sait qu'il a été élevé par Tante Toya. Ok. Dessalines s'est marié avec Claire Heureuse Bonheur Dessalines. Et Claire Heureuse Bonheur. Une femme de Léogane. L'histoire n'est pas sûre, certaine de ce qu'elle raconte sur Marie-Claire Heureuse. Pourquoi? Non, Claire Heureuse Bonheur. Pourquoi? C'est parce que dans un premier temps, on dit que Claire Heureuse est née libre. Dans un deuxième temps, on dit que Claire Heureuse est née esclave. Mais c'était une très belle femme. En 1795, il a perdu son premier époux. Il était marié à un blanc qui s'appelait Louis Duluc. Non, Pierre Ludic, L-U-C-D-I-C, qui était un maître charron. Un maître charron, c'est celui qui s'occupe de la réparation des charrettes, de la réparation des roues. Or, à cette époque, c'était ça les moyens de locomotion les plus faciles. Exact. Et ce Pierre Duluc possédait l'habitation Moulin-sur-Mer, que vous connaissez sans doute. Oui. Et qui a été revendiquée plus tard par la famille Fonboin-Roy. Or, à la mort de Pierre Duluc, en 1795, c'est Claire Heureuse qui a hérité de l'habitation. Comment se fait-il que l'habitation est passée au nom des rois Fonboin? Comment? C'est tout simplement parce que Dessalines a été accusé de gaspiller l'argent de l'État, de commander des bottes, des uniformes, des fusils. Et étant donné que Dessalines a été assassiné, pour rembourser les dépenses faites par l'empereur, toutes les habitations, toutes les propriétés de Dessalines et de sa femme ont été saisies par l'État. C'est ainsi que Moulin-sur-Mer a été saisi par Pétion et consorts, et c'est resté un héritage de la famille de Pétion. Je voudrais qu'on sache
parfaitement que Pétion n'a jamais eu d'enfant. Cependant, l'histoire retient qu'elle a eu une fille qui s'appelait Célie ou Célia Pétion. Elle est née 11 mois après la mort de Pétion. Généralement, les enfants passent entre 7 et 9 mois dans le ventre de leur mère. Elle a passé 11 mois dans le ventre de Joute Lachenay et elle est devenue fille de Dessalines. De Pétion. Non, fille de Pétion. Et elle a eu droit à une rente viagère le jour de sa naissance de 3000 goudes. De cette époque, 3000 goudes jusqu'à sa mort. Oui. Oui. L'histoire raconte que parmi les grandes, les formations, les instructions que Tante Toya a données à Dessalines, il lui avait appris à manier les couteaux. Ainsi, on a eu en 1799-1800 ce qu'on appelait la guerre des couteaux, qui a mené justement aux véritables guerres qui ont permis aux esclaves de vaincre les Français. Parlez-nous donc de cette guerre des couteaux. J'ai effectué plusieurs recherches. J'ai lu plusieurs fois l'expression guerre des couteaux. Mais ce que j'ai retenu, c'est que c'est la confrontation entre Toussaint Louverture et André Rigaud, qu'on a appelé la guerre des couteaux. Dessalines a participé à cette campagne. Au cours de cette campagne, Toussaint a fini par vaincre Rigaud et c'est la victoire de Toussaint Louverture sur Rigaud qui a forcé Rigaud à prendre le chemin de la France pour ne revenir à Saint-Domingue qu'en 1802. Mais l'expression la guerre des couteaux, on l'utilise couramment dans l'histoire d'Haïti, mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi elle s'appelle la guerre des couteaux. Okay. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que Dessalines a participé à cette campagne. On va faire maintenant, on va aller du côté des Français. On a eu une expédition en 1802. Oui. On approche maintenant de 1804, qui est la date même de l'indépendance, mesdames et messieurs. On a eu une expédition de l'Éclair, une expédition napoléonienne. Et Napoléon avait envoyé des gens en Haïti. On rencontre le mulâtre André Rigaud, Oui, le général français Charles Leclerc. Ma question pour vous, monsieur Seyd, est-ce que Pétion faisait partie de cette délégation? Oui, c'est écrit noir sur blanc dans tous les manuels d'histoire que Alexandre Pétion, d'autant qu'il ne s'appelait pas Alexandre Pétion de son vrai nom, c'était Alexandre Sabès. C'est lorsqu'il est arrivé en France que le maire de la ville s'appelait à cette époque Monsieur Pétion, qu'il est tombé en amour avec ce patronyme et qu'il s'est appelé, au lieu d'Alexandre Sabès, Alexandre Pétion. Oui, Alexandre Pétion est rentré à Saint-Domingue en compagnie de Leclerc et de Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer faisait partie de l'expédition. Et ils sont arrivés en Haïti en tant qu'éléments français venant combattre l'insurrection des Noirs de Saint-Domingue. Donc, mesdames et messieurs, vous comprenez que Pétion, qui a joué un rôle important dans la révolution haïtienne, au point de... On a maintenant un des endroits les plus huppés en Haïti qui s'appelle Pétionville. Mais comment Pétion, qui a participé à cette expédition, a pu venir lutter aux côtés de Toussaint Louverture et aux côtés de Dessalines pour la libération des Noirs? Pourriez-vous nous expliquer ça? Plusieurs lettres, plusieurs messages passés entre les généraux qui se trouvaient à Saint-Domingue disent que Napoléon Bonaparte avait passé les instructions bien claires au général Leclerc. Il faut emprisonner tous les généraux noirs et les envoyer dans d'autres îles pour être asservis. Quand le sort des Noirs, des généraux surtout, serait scellé, il faudrait s'attaquer aux mulâtres, aux officiers de couleur. Donc, les Pétion, les Rigaud, les Charlatte, les, comment ils s'appellent, les André, les Rigaud, Jean-Pierre Boyer, nul
n'était épargné dans cette déclaration de Dessalines. Parce que qui avait découvert dans cette déclaration de Napoléon, qui avait découvert la lettre, c'est Jout Lachenay, qui à cette époque était la concubine de Leclerc. Parce qu'il y a beaucoup de secrets dans l'histoire d'Haïti qu'on refuse de dire au grand jour. Alors, aujourd'hui, vous allez tout nous le dire. Non, je ne vais pas tout vous le dire, mais je vais vous parler de cette fameuse Jout Lachenay. Exact. Jout Lachenay a passé 39 ans au Palais National. Comment ça? Jout Lachenay a été la maîtresse de Leclerc. Ok. J'ai lu en 3 occasions qu'elle fut la maîtresse de Bonaparte et de Rochambeau également. Mais je ne peux pas tenir rigueur, dire oui que c'est vrai, mais je l'ai lu au moins en 3 occasions. Ensuite, c'est parce qu'elle fréquentait déjà Pétion qu'elle a pu découvrir la lettre de Napoléon Bonaparte dans le tiroir de Leclerc. Donc, si je comprends bien, c'est à partir de cette lettre-là que Pétion s'est senti menacé, il s'est rangé du côté. Il a été obligé, il a été contraint. Ce n'est pas parce qu'il aimait les Noirs, parce qu'il était contraint dans la tête de tous les mulâtres de Saint-Domingue. Une victoire nègre sur la France constituerait une victoire surtout des mulâtres, parce que c'était eux qui étaient instruits à cette époque, en majorité. Donc Pétion a été obligé de se ranger du côté des officiers noirs, de la bande de l'armée indigène, alors que André Rigaud a préféré retourner en France. Ok. Et Pétion est resté. Pétion est resté, il a reçu presque tous les lauriers de la victoire. Au point que de ville porte son nom. Pétionville. Il y a Pétionville. Après cette expédition, on est rendu maintenant en 1803. La Révolution a suivi son cours. Donc, il y a eu une date importante également qui est le 18 mai 1803, qu'on appelle le Congrès de la Carrière. Pourriez-vous nous en parler brièvement? Oui, je vais vous en parler effectivement brièvement. On a découvert qu'il se complotait quelque chose pour l'ensemble de l'armée indigène. Et les mulâtres n'étaient pas exclus de cette machination. Donc il fallait obtenir une sorte d'alliance entre les Noirs et les mulâtres pour une action décisive. Arcahaïer a été choisi comme lieu de ce congrès. Okay. C'est ainsi qu'il y a eu la fameuse réunion de l'Arcahaïer, au cours de laquelle il a été décidé qu'un drapeau devait être créé pour symboliser l'alliance et avoir une âme fière dont les Français ne feraient pas partie pour marcher vers la liberté. On dit que la partie noire, la partie blanche du drapeau, la partie qui se trouve au milieu du drapeau français, a été déchirée et recousue par Catherine Flon. Mais hélas, d'autres versions expliquent que c'est une toile noire qui a été choisie pour constituer le noir et le rouge, l'un symbole de la victoire obtenue par les Noirs sur l'esclavage. Le drapeau de Dessalines avait une pintade, disons. C'est ainsi que Duvalier a repris ce même emblème. Donc, on arrive maintenant à une autre date importante dans l'histoire d'Haïti, mesdames et messieurs, qui est le 18 novembre 1803, soit la bataille de Vertières. Moi, cette date, je l'adore, je l'admire, je le cajole, je ne sais que dire à partir de 18 novembre 1803. Parce que pour moi, le 18 novembre 1803, dans ma tête, ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est disons, cimetière de l'oppression, fonds baptismaux
de la liberté. Et de la liberté, non pas pour les Haïtiens, mais pour tous les peuples opprimés de la terre. C'est la première fois qu'une bande de vauriens, qu'une bande de, disons, de pieds nus est venue à bout de leurs oppresseurs. Il y a eu l'histoire de Spartacus. On parle de toutes ces ouvertures en tant que Spartacus. Mais moi, si on l'avait appelé un Haïtien Spartacus, ça devrait être obligatoirement Dessalines. Mais étant donné que ce sont les Français qui ont écrit les premiers manuels d'histoire d'Haïti, et il fallait obligatoirement essayer de diminuer la valeur de Dessalines, on le traite d'assassin, on le traite de féroce, on le traite de tout, mais pas de Spartacus. À qui revient le titre de Spartacus dans l'histoire d'Haïti? Le Spartacus doit à tous ces ouvertures. Alors, il faut rétablir l'histoire. L'histoire doit être réécrite obligatoirement, l'histoire d'Haïti. J'essaie de la mesure de mes possibilités de travailler sur le sujet. Parce qu'il y a un affront qui m'a été fait et que je n'arrive pas à l'accepter. Ce fameux 18 novembre. Il a conduit au 1er janvier 1804. Qui a conduit au 1er janvier naturellement. On vient directement. Un boulet renversa le chapeau de... Comment? En tout cas, il y a eu un premier boulet qui a enlevé, qui a fait partie de son chapeau. Il y a eu un deuxième boulet qui a renversé son cheval. Et on me dit que Rochambeau fit cesser la bataille pour saluer l'officier noir qui venait de se couvrir de tant de gloire. Tant Rochambeau était humain. Tant Rochambeau n'avait pas les chiens pour chasser les noirs. Tant qu'il ne torturait pas les noirs. Où est-ce qu'il a pu trouver cette magnanimité du matin au soir, du matin à midi? Il voyait qu'il perdait la bataille parce que pourquoi il a fait cesser la bataille? C'était juste pour voler partir avec tous les canons, partir avec tous les fanions pour que nous puissions pas avoir de butin de guerre. Et c'est vrai, Haïti n'a pas eu de butin de guerre. Et que les spectateurs qui m'entendent, qui me voient également, eh bien, aillent consulter dans le dictionnaire. Ils ne verront jamais le mot vertière écrit, alors que c'est un mot qui fait peur aux Français. Donc les Français avaient un intérêt à ne pas nous laisser savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, surtout le mot vertière lui-même. D'autant plus que nous n'avons pas de butin de guerre. Nous n'en avons pas. Les Français sont partis avec tous. Où est-ce qu'on trouve les butins de guerre? Tout ce que les Français avaient perdu en Haïti, qu'ils auraient dû laisser sur place, s'ils n'avaient pas eu cette trêve. On les a trouvés en Angleterre. Pourquoi? Parce que Rochambeau a été capturé alors qu'il laissait Haïti du côté de la Jamaïque. Il a passé 9 ans en captivité en Angleterre. Oui. C'est le moment où l'on devrait normalement entendre l'acte de l'indépendance d'Haïti, un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Cet acte d'indépendance d'Haïti et cette première constitution écrite par Jean-Jacques Dessalines qui est un bijou, n'est-ce pas? Pour moi, oui. Parce que Dessalines, pour la première fois, à la constitution d'une nation, il a décidé que tous les enfants devaient se rendre à l'école, obligatoirement. Si Dessalines a eu, disons, cette idée géniale, si Dessalines a pensé qu'aucun blanc ne pouvait être propriétaire en Haïti, il a fallu attendre 1915 et l'occupation américaine pour que nous puissions assister au fait que l'étranger pouvait devenir propriétaire en Haïti. Mais de 1804 à 1915, l'étranger n'avait pas le droit de devenir propriétaire en Haïti. Et tout ça était dans la constitution de Dessalines. La première constitution de Dessalines. Oui. Monsieur Seïd, le discours de Dessalines lui-même n'est pas enseigné dans nos écoles en Haïti. J'aurais aimé que vous nous expliquiez pourquoi ce discours n'est pas enseigné dans les écoles de la première république noire du monde. Nous allons observer une pause. De l'autre côté de cette pause, on reviendra sur cette question. Et nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que cette émission est une émission spéciale
à l'occasion du Nouvel An, avec une collaboration spéciale également de Full Moon. Nous observons donc une pause, on vous revient, mesdames et messieurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre nouvelle antenne, la nouvelle chaîne de télévision, la S-Télé, la chaîne de la diversité, la voix de la diversité, votre voix. Quant à moi, je vous convie à suivre avec moi chaque vendredi une émission que j'ai intitulée Neurone qui veut dire tout simplement la cellule nerveuse et qui fait allusion aux échanges scientifiques, aux débats, bien sûr, et aussi à la réflexion concernant des thèmes qui touchent notre quotidien. Il serait pour moi un plaisir de vous y retrouver chaque vendredi, bien évidemment, avec votre serviteur Mohamed. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de cette émission spéciale au sujet du Nouvel An, le 1er janvier, qui est une date importante dans la vie de tous les Haïtiens. Je vous le rappelle, c'est en effet le 1er janvier 1804 que Haïti est devenue la première république noire au monde. Nous en étions tout à l'heure avec mon invité à parler justement de l'enseignement de cette date dans l'histoire d'Haïti, et il avait commencé à nous expliquer pourquoi on n'enseigne pas cette date. C'est parce que apparemment nous aurions des tares hérités justement de nos colons qui ont fait en sorte que on n'a pas beaucoup parlé justement de ce discours mémorable de Jean-Jacques Dessalines lors de la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Avant d'arriver au couronnement de l'empereur, je laisse donc la parole à mon invité pour qu'il termine l'explication qu'il donnait, le pourquoi que ce discours n'est pas enseigné dans nos écoles. Dessalines est mort, mais avant d'être assassiné, beaucoup de complots avaient été réalisés contre Jean-Jacques Dessalines. C'est-à-dire que durant sa vie, sa courte vie, parce qu'il est mort à 48 ans, il s'est créé pas mal d'ennemis. La haine des Français qui ont été expulsés de la terre d'Haïti, la rage des mulattes qui ne pouvaient pas s'approprier de toutes les terres d'Haïti, parce qu'ils se disaient successeurs, héritiers de leur père. Ils brûlaient à la chandelle les papiers pour leur faire changer de tête, pour prouver qu'ils étaient les réels propriétaires. Alors à cette époque, qui étaient nos terres? C'était ou bien des Français ou bien des hommes de couleur, que nous appelons les mulattes. Ils avaient toutes les latitudes pour essayer pour changer presque tous les papiers, remplir les états civils avec des papiers
transformés Falsifiés. avec des papiers falsifiés. Dessalines est mort. On a continué à revendiquer. Donc, ça est resté un problème latent pour tous les Haïtiens, pour la population haïtienne. Une partie possédait le tout, une partie n'avait rien du tout. Or, à partir de 1816, Pétion étant au pouvoir, à partir de 1816, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à traiter avec la France au sujet de la reconnaissance de notre indépendance. Il a commencé à envoyer des missions en France, à faire des propositions à la France. C'est ainsi que la France a vu que oui, il pouvait en tirer profit. Et Souboyer, qui était également un Français, parce qu'il est rentré ici en Haïti, il est rentré sur le sol d'Haïti en tant qu'envoyé dans le corps expéditionnaire, soldat du corps expéditionnaire, donc en qualité de Français. Boyer n'a même pas beaucoup obtempéré. Il a fini par accepter de verser 150 millions de francs or à la France. Une nation qui venait à peine d'exister. Comment supporter une charge de 150 millions de francs or? Naturellement, la dette a été réduite à 90 millions. Mais pour payer la première tranche, on a été obligé de contacter un emprunt en France. Comme nous disons en créole, c'est graisse cochon qui cuite cochon. L'argent français nous prêté dans à l'intérieur et on a été obligé de rembourser toute cette somme d'argent. Dessalines étant mort, le nom a été banni de l'histoire. On n'arrivait pas le droit de prononcer le nom de Dessalines. Il a fallu attendre 1843 pour que le nom ressurgisse. Par conséquent, entre 1806 et 1843, le nom de Dessalines étant extirpé de l'histoire, comment pouvait-on parler ou bien du discours du 1er janvier de l'année 1804, ou bien de la réforme agraire, ou bien du discours de l'acte de l'indépendance? Les Français menaient le jeu à cette époque. C'était eux les conseillers de tous ces révélations. Thomas Madiou, qu'on dit un haïtien, mais qui était, disons, peut-être, il n'était même pas un mulâtre, c'était un sans-mêlé. Il était surtout du côté des Français. Or, c'est lui qui écrivait l'histoire. C'était lui le conseiller, le secrétaire principal de Pétion. Donc, par conséquent, nous n'avons pas eu la chance d'avoir quiconque au timon des affaires pour essayer de protéger les intérêts des Noirs. Donc aujourd'hui, contemporain que vous êtes, vous donnez pour mandat justement de restaurer la mémoire de Dessalines. Plutôt de participer. Dessalines, il n'y a que lui dans l'histoire mondiale. Mais on refuse de l'admettre. Si vous voulez, monsieur Seyid, on va faire un petit retour au 8 octobre 1804 qui constitue le couronnement de l'empereur. Et suite à ce couronnement, Dessalines est resté au pouvoir combien de temps? Jusqu'à ce que, justement, vous parlez de réforme agraire. Je pense que la réforme agraire joue un rôle primordial dans l'histoire. C'est peut-être l'une des causes, justement, de la mort de l'empereur, parce qu'il revendiquait des terres pour ses pères, pour les Noirs. Oui, c'est effectivement vrai. Dessalines ne pouvait pas accepter que les fils des colons, les bâtards des colons, disons, eh bien, puissent jouir de toutes les terres qui se trouvaient sur le sol de Saint-Domingue. Donc il était un peu haï, détesté, parce qu'il revendiquait pour les Noirs, trop de revendications. Pas trop de revendications, c'était des revendications légitimes, mais qui étaient trop contraignantes pour les hommes de couleur. Parce qu'il fallait obligatoirement qu'ils lèguent une partie de ce qu'ils croyaient être leur héritage naturel aux fils noirs dont les pères étaient encore en Afrique. Dessalines en a été la victime. Donc, 2 ans après ce couronnement, soit le 17 octobre 1806, 2 ans et 9 jours. L'inévitable est arrivé. Oui. Haïti s'est faite parricide. C'est très fort. Elle a tué son père.
Maintenant, pour l'histoire, Monsieur Saïd, pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre ce qui s'est passé, vous dites par ici, selon vous et selon ce que vous avez appris et selon vos recherches, quels sont les vrais auteurs de l'assassinat de Dessalines? Et d'où ça vient exactement, le mot d'ordre de l'assassinat, et quels en étaient les auteurs de l'assassinat? On ne peut se permettre de pointer le doigt sur X ou bien sur Y ou bien sur Z exclusivement. Pour la bonne et simple raison que Dessalines, dit-on, est mort au Pont Rouge. En réalité, Dessalines n'est pas mort au Pont Rouge. Ça, c'est ce que l'histoire, c'est ce qu'on nous enseigne dans les écoles. On écrit ce qu'on veut pour ceux qui doivent comprendre ce qu'ils veulent. Si je veux que vous croyiez à quelque chose, je l'écris purement et simplement. Parce qu'apparemment, à force de le lire, à force de le lire, vous finirez par vous dire, c'est peut-être vrai. Et un jour, vous finirez par dire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On dit même qu'il aurait été inhumé le jour même de l'assassinat. Oui, encore, on le dit. On le dit. Mais Dessalines a été coupé en 1000 morceaux. Et Toussaint Pétion, le jour de l'assassinat de Dessalines, a dit, en tenant un morceau de la dépouille de Dessalines, afin qu'aucun noir ne puisse diriger les destinées de ce pays. Où avez-vous lu ça, Monsieur Saïd? Moi, je trouve ça terrible qu'un homme aussi important de notre histoire ait pu prononcer une phrase semblable. Monsieur Bazin, c'est bien malheureux que je me permette de vous le dire, mais Toussaint Pétion, Alexandre Pétion, qu'on considère comme un preux, un auteur et un des auteurs importants de notre indépendance, oui. Vous ne pouvez pas me dire à quelle guerre il a participé pour dans l'idée d'obtenir l'indépendance d'Haïti. Il était toujours malade. Il était toujours malade, ou encore il était toujours à une autre occupation. Qu'après la mort de Port-de-Paix est venu participer à la bataille de Vertières. Mais Pétion a brillé par son absence. Et je voudrais savoir, quelle guerre savez-vous? Pouvez-vous me dire qu'il a participé à telle guerre, la Vénacouleuvre peut-être, la Crête-à-Pied ou peut-être, Vertières peut-être. Dessalines et Pétion n'a participé à aucune guerre de l'indépendance. Et pourtant, il en joue les bénéfices. Parce que ceux qui étaient dans le pays après Pétion, c'était eux qui ont écrit, après Dessalines, ce sont eux qui ont écrit l'histoire. Et c'était les hommes de Pétion. J'ai un sujet très spécial que je vais aborder avec vous. C'est concernant les enfants de Dessalines. Apparemment, Dessalines aurait laissé un testament et qu'il aurait désigné son fils aîné, Jacques, qui devait le succéder, advenant son décès. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Dessalines avec Jacques Ier selon vos recherches? Jacques Ier qui devait remplacer Dessalines parce que l'histoire nous dit que tous nos chefs d'État sont d'Escris. Bois. On n'a pas parlé de Jacques Ier, alors que ça faisait partie des dernières volontés de Dessalines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, mais Dessalines ne pouvait pas faire exécuter cette dernière, comment dire ça, cette dernière volonté pour la bonne et simple raison que Dessalines mort, l'Empire a volé en éclats le jour même. Il ait eu un testament ou pas, personne ne pouvait légaliser ou encore mettre en exécution ce testament. Oui, Dessalines avait plusieurs enfants. Mais le fait que Dessalines a été un nom d'emprunt, on trouve dans l'histoire, il y a pas mal de personnes qui se disent des Dessalines. Je sais que du côté
de Dessalines, de la ville de Dessalines. Oui, il y a la famille Dessalines, héritier ou encore successeur ou descendant de l'empereur Dessalines. Mais de là à affirmer que Dessalines avait, par exemple, on dit qu'il avait, sa femme avait 7 enfants, Catherine Flon était sa fille naturelle, qui Claire Heureuse avait légitimé, que il y a un certain Louis que Claire Heureuse avait également légitimé. Pour moi, ce ne sont pas des fantasmes. Pour moi, ce sont des édulcorations. Monsieur... Parce que Dessalines ne peut pas avoir, ne doit pas avoir de qualité pour les Haïtiens. Il ne doit pas, il doit être, disons, pire que le diable. C'est la description qu'on fait de lui généralement. Donc Dessalines a été assassiné par ses pairs, tout le monde le sait. Il y a un chercheur qui s'appelle M. Carles Stylus du réseau Nord-Ouest qui soutient que, selon lui, Haïti est une nation mort-née à cause justement de ce parricide. Est-ce que vous êtes de cet avis? Parce que quand on dit mort-née, ça veut beaucoup dire. Quelle est votre opinion là-dessus? Haïti n'est pas mort. Pour moi, Haïti n'est pas mort-né. Homme, dans toute sa grandeur, avec un Jules César, eh bien, a continué à vivre alors que César avait été assassiné. Néron le fou a été empereur de Rome. Il a été assassiné parce qu'on trouvait qu'il était trop cruel et qu'il était un petit peu loco, disons fou. Il a été assassiné, Rome a continué à vivre. Haïti aurait pu continuer à vivre même si Haïti s'est fait parricide. Haïti n'a pas pu continuer à fonctionner normalement parce qu'au départ, il n'y a pas eu unité de la nation. Nous n'avons jamais réalisé une nation. Nous avons réalisé une union et une union réellement éphémère. Donc, sitôt les intérêts de chaque parti n'étaient pas en fonction, n'étaient pas comment les intérêts ne sont pas égaux. Les Noirs veulent des terres, les hommes de couleur veulent et les terres et le pouvoir. Donc il fallait obligatoirement qu'il y ait conflit. Il n'y a jamais eu une nation haïtienne. Si nous avions eu en 1804 ou bien en 1802 ou bien en 1801 l'union des Noirs et des Mulattes, mais qu'on avait appelé cette union une unité sacrée, pas question d'union. On aurait pu avoir une nation. Parce que les États-Unis d'Amérique, on parle de 13 États, qu'il y a eu l'union des 13 États et ensuite l'union de 27, ensuite l'union de 50 États. Ça forme les États-Unis d'Amérique. Mais on ne les laisse pas prendre des décisions à leur guise. Il y a un pouvoir central. Et ce pouvoir central conduit les destinées de toute la nation américaine. En Haïti, il n'y a jamais eu de force capable de réaliser pour nous l'unité. Duvalier a été président d'Haïti, il aurait pu réaliser cette unité. Naturellement, il est dirigé par la terreur. Mais au lieu de réaliser l'unité, il a fracturé davantage la nation haïtienne. Et cela s'est poursuivi avec d'autres. On connaît encore d'autres fractures de notre histoire. C'est une affaire de le jour où la feuille tombe dans l'eau, ce n'est pas ce jour-là qu'elle pourrit. Donc, la nation haïtienne n'est pas une nation mort-née pour autant. Elle n'est pas mort-née pour autant, mais elle n'arrive pas à trouver son équilibre. Je comprends. Et pour trouver cet équilibre, pour moi, à mon humble avis, il faudrait qu'on construise le troisième pouvoir et qu'on produise réellement, qu'on fasse la création du pouvoir judiciaire. S'il y avait le pouvoir judiciaire et un pouvoir fort, un pouvoir indépendant en Haïti, ça aurait pu marcher. Merci pour cette digression qui nous amène à l'histoire actuelle et vous permettez de revenir
Non, sur ça ce qui fait, sur ce- c'est ce qui fait l'objet de C'est notre ce qui- rencontre c'est- sur Dessalines lui-même. mais- Exactement, c'est ce qui Exactement. a conduit à Ouais. ce carrefour. En effet. Alors, selon vous, Monsieur Seyid, je vais vous poser quelques questions en rafale. Selon vous, est-ce que la décision de mettre fin au règne de Dessalines, c'est quelque chose qui a été déterminé entre les généraux ou bien c'est un ordre de la France? Est-ce que cela a été concocté plusieurs années à l'avance? Est-ce que la France, quel rôle la France a joué dans ce décès de Jean Dessalines, dans les circonstances? Je crois que Toussaint Louverture a été déporté en France et assassiné au fort du jour. Dessalines, si la France avait l'opportunité, elle aurait effacé Dessalines dès les premières heures de la guerre de l'indépendance ou encore tout de suite après l'obtention de l'indépendance. Parce que la France ne pouvait pas digérer cette affront. C'était la première puissance de la terre à cette époque. Il n'y avait pas de plus grande nation que la France. La première puissance mondiale, la plus forte armée. Il y a eu les guerres de l'Europe et la France, eh bien, affaiblie, a été obligée de vendre la Louisiane. Il n'en demeure pas moins que les États-Unis, même si les États-Unis ont fait l'acquisition de la Louisiane, les États-Unis d'Amérique sont restés alliés farouches de la France contre les intérêts haïtiens. Au lendemain de l'indépendance, le président américain a refusé de commercer avec Haïti. Non, il a accepté de commercer avec Haïti, mais il refusait de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Pourquoi? Pour protéger ses intérêts esclavagistes. Exact. Je vais aborder un autre sujet avec vous, Monsieur Seyid. On dit que Jean-Jacques Dessalines était anti-sorcellerie et anticlérical, alors qu'en réalité, on sait que c'était un homme très mystique. Et comment conciliez-vous ça? Est-ce que s'il était un homme mystique, qu'il avait des pouvoirs, comment a-t-il pu se laisser prendre dans ce guet-apens qui a conduit à sa mort? Savait-il qu'il allait mourir? Pourquoi n'a-t-il pas réagi en conséquence, selon vous? Je ne saurais me prononcer catégoriquement à ce sujet. Être anticlérical ou anti-sorcellerie ne veut pas dire que vous détenez une force réellement supérieure qui vous fait connaître, qui vous fait lire le destin. Oui, il pouvait se protéger. Oui, peut-être il avait son papa Ougou. Oui, il avait son Air Dentor. Mais est-ce que ces forces pouvaient protéger Dessalines lorsqu'il a été pris dans la tourmente de Christophe qui s'est fâché contre les agissements de Dessalines, de Pétion qui se lie avec Christophe et du fameux Gérin qui était l'âme damnée de Pétion. Lorsqu'on met dans cet ensemble le général Yayou, le seul général noir qui a participé à l'assassinat de Dessalines. On estime que Christophe avait eu vent de la décision qui devait aboutir à l'assassinat de Dessalines. Il n'a pas participé à la mort il n'a pas participé à l'assassinat. Okay. Alors que Yayou, comme général noir, il a participé à l'assassinat. Et mal lui en pris. Il a été nommé commandant du district de Port-à-Piment. À la première occasion où on le fit rentrer à Port-au-Prince, on l'assassina. Okay. C'était le dernier vestige le dernier vestige noir dans le pouvoir de Pétion. Je vais terminer cette partie avant de parler de la soupe du jour de l'an qui également représente quelque chose de très significatif dans notre histoire. On se plaît souvent à dire que complot plus fort passé Wanga en créole. Et donc apparemment, même si Jean-Jacques Dessalines était un homme très spirituel et qui pratiquait une certaine cabale mystique, il ne pouvait pas empêcher ce complot qui a été ourdi contre lui. Il n'y avait pas moyen d'échapper à ce complot. Parce que Dessalines rentrait dans l'ouest pour essayer de mater une révolte, croyant que Pétion était encore à ses côtés.
croyant encore que Christophe était disposé à lui venir en aide, alors que tout le monde avait un autre mot qui était passé. Donc par conséquent, l'ignorance de Dessalines de ce complot a fait qu'il est tombé dans ce complot sans réagir, parce qu'il a été obligé de prendre son sabre pour essayer de se défendre, alors qu'il aurait dû avoir toute une cohorte pour le protéger. Où était-il? Où était-il? C'est-à-dire que presque tout le monde participait à la disparition de Dessalines. Alors, quel complot? Monsieur Seyid, nous arrivons maintenant à la fin de l'émission et nous allons aborder un dernier sujet qui est la soupe du Giromont du Joug de l'An. Quel est le sens de cette soupe? Que représente-t-elle cette soupe dans l'imaginaire du peuple haïtien? Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? J'ai regardé bien de documents. J'ai essayé d'aller chercher toute la meilleure information possible et imaginable. J'ai parlé à un Français pour lui demander quelle était la coutume des Français le 1er janvier 1804. Il m'a dit que la soupe, c'est un mets que le Français mange presque chaque jour. Il ne connaît pas le Giromont, il connaît la courge ou bien le courge, je ne sais pas. Il connaît le courge, la courge, je ne sais pas. Ça semble à la courge, ou bien le Giromont, qui est une autre forme de tubercule. Est-ce que les Français consomment la soupe? Oui, chaque jour. Mais pourquoi faisons-nous de cette soupe le mets principal ou encore le mets réellement national? Parce que l'idée est venue, dit-on, d'après mes recherches, de Claire Heureuse, qui a décidé le 1er janvier 1804 d'organiser une sorte de soupe nationale. Mais la soupe ne devait pas être vendue. La soupe devait être donnée en signe de partage, en signe d'union. Certains historiens avancent que c'était une revanche que les Noirs prenaient sur le Blanc. C'était une revanche en ce sens que le Blanc buvait sa soupe, une soupe préparée par les esclaves. Et la viande, et le giromont, et l'oseille, et tout ce qu'il y avait comme composante de cette soupe. Et ils buvaient leur soupe sans se soucier des Noirs. Donc la soupe, sous ce angle, apparaît comme une forme de récupération. Le Blanc l'utilisait pour l'humilier, lui, il l'utilise pour se venger. C'est ici que je peux concevoir l'affaire. Mais quelle est la véritable signification de cette soupe? L'union, fraternité. C'est dans ces termes, uniquement dans ces termes, que je peux essayer de prouver l'existence de cette soupe. Voilà pourquoi, et dans nos familles, mesdames et messieurs, chaque 1er janvier, tous les 1er janvier de chaque année, nous consommons cette soupe et puis on partage. On partage avec nos voisins, avec la famille. Chacun sort avec son bol et va voir un parent ou un ami. Et donc c'est un moment de grande réjouissance, surtout de réjouissance, une sorte de victoire sur ce qui s'est passé, cette fameuse soupe du jour de l'an, mesdames et messieurs, que tous les Haïtiens partagent le 1er janvier, nous rappelle, parce que il ne faut jamais oublier que ces Haïtiens viennent de très loin, que nous avons été colonisés et martyrisés, et qu'il a fallu des hommes forts et courageux comme Toussaint au départ, et puis Jean-Jacques Dessalines et d'autres généraux pour arriver à bout de cette forme
destruction massive dont on était victime comme esclave à Saint-Domingue. Monsieur Saïd, ça a été un plaisir de vous accueillir. Je dois vous rappeler, mesdames et messieurs, que cette émission, c'est une collaboration de la STL et Full Moon Production. Vous allez entendre parler de Full Moon Production à l'antenne de la STL dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, parce que c'est une première collaboration avec les organisateurs de cette entreprise qui s'appelle Full Moon Production. Alors, Monsieur Saïd, au nom de toute l'équipe de la STL, je vous dis merci d'être venu nous voir et merci d'avoir accepté cette invitation. Et également merci à votre grand ami qui a manigancé tout ça, vous pouvez le dire, votre grand ami. Oui, merci mon cher ami. Et permettez-moi de terminer son nom. On va lui dire son nom. Permettez-moi de terminer l'émission par ces mots. On parle souvent du massacre des Français, que Dessalines a été un criminel, Dessalines a été féroce. Il n'y a pas eu de massacre des Français. Il y a eu des blessés français suite à la guerre, au combat du 18 novembre de l'année 1803. Tous les officiers français qui étaient blessés ont été soignés dans les hôpitaux, dans les casernes et les hôpitaux haïtiens. Or, ces officiers, alors qu'ils étaient sur leur lit, malades, utilisaient les fourchettes, les couteaux, les cuillères dont ils se servaient pour assassiner les aides-soignants. Devant de tels abus, Dessalines a décidé que pour chaque infirmier noir qui disparaissait dans ces conditions, 5 soldats français seraient éliminés. Je crois que c'est de bonne guerre. La France a transporté sur les rives haïtiennes plus de 600 000 à 700 000 esclaves. Combien ont-ils tué, martyrisé, torturé, violé et que sais-je? Je l'ignore. Même si Dessalines était parvenu à exterminer la totalité des Français, il n'aurait pas été criminel pour autant. Ce ne serait que justice. Merci, cher frère. Ça a été un plaisir, monsieur Saïd, de vous entendre conclure sous cette note qui permet quoi à nos téléspectateurs. Dessalines, massacre français. Ben justement, cette note, mesdames et messieurs, permet à nos téléspectateurs de comprendre ce qui s'est passé effectivement à Saint-Domingue durant ces siècles d'esclavage et l'aboutissement de cette grande bataille, la bataille de Vertières, qui nous a permis enfin d'obtenir notre indépendance et de sortir du joug de l'esclavage. Encore une fois, merci monsieur Saïd, merci à ton ami Bédard. Moi je veux bien citer son nom. Il ne voulait pas, on voulait seulement qu'on parle de Full Moon. Mais il faut le dire. Bédard, il y a quelqu'un derrière Full Moon. Full Moon, exactement. C'est Bédard Josil, n'est-ce pas? L'animateur ou encore le producteur s'appelle Louis Bédard Josil. Josil, oui, il faut le dire. C'est un monsieur qui fait du bon travail dans la communauté. Alors, c'est donc tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous tâcherons d'inviter monsieur Saïd à nouveau pour traiter d'autres sujets, entre autres le rôle du créole à l'échelle nationale et internationale. Nous vous disons merci d'avoir été là. Merci à notre équipe technique d'avoir permis la réalisation de cette émission. C'était donc pour vous servir, Badjuna Bazin, votre serviteur. Merci et à la prochaine. Au revoir. C'est pas nous qui voulons ça, mais c'est papa qui voulait régler. Nous pas de tourner derrière, nous devons marcher en lumière. Oh, 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 si nous voulons arriver, par côté. Jour arrivé pour nous vivre ensemble. Jour arrivé